Yacaré, le caïman malade, ne sait plus où il va. Le corps ballonné, incapable de contrôler ses mouvements, il se laisse porter par le fleuve et parfois, pour ne pas s'épuiser, flotte à la surface ou se laisse couler comme une pierre. Certains animaux qui descendent des affluents de l'Amazone passent en amont par des zones contaminées. Le mercure qu'emploient encore les chercheurs d'or pour cristalliser leurs pépites, les déjections industrielles, les déchets d'urbanisation, les herbicides, les pesticides ou les engrais utilisés par les éleveurs parcourent des kilomètres avant que leur pouvoir toxique se réduise. Il suffit ainsi d'un ruisseau souillé dans une jungle lointaine pour que des animaux malades mais encore vivants viennent agoniser très loin de l'endroit où ils se sont empoisonnés. Ainsi, sans doute, Yacaré s'est-il perdu, loin de ses berges habituelles. L'instinct lui ordonne de s'accrocher à la vie, coûte que coûte. Yacaré tente alors en vain de vomir les poisons qui embrassent son corps. L'histoire de Yacaré ne s'achève pas ici, dans les pièges végétaux tendus au fond du fleuve. En effet, assommé et presque inconscient, le jeune caïman veut pourtant vivre encore. Tout faire pour survivre. Trouver en soi des réserves d'énergie dont on ignorait l'existence et grâce auxquelles on sentira son cœur battre, une fois de plus. Et puis une autre fois. Comme tous les animaux, Yacaré est programmé au cœur de ses cellules pour ne pas accepter la mort sans combattre, et même si tout semble lui donner la victoire. Sur le corps de Luana, encore humide de toute l'eau du ciel, celui de Xada ressemble à un postiche et se distingue à peine. Poil brun sur poil brun, deux êtres n'en font plus qu'un. Très vite et avant même qu'elle ne soit sevrée, Luana habituera sa fille à grignoter des feuilles. Elle ira jusqu'à lui donner en héritage sa prédilection personnelle pour certains feuillages particuliers. Exemple rare dans le domaine animal d'une transmission du goût, enseignée au bébé en même temps, par exemple, que l'art du toilettage. Tous les paresseux n'aiment pas les mêmes espèces végétales. C'est pourquoi les préférences et les dégoûts se transmettant de génération en génération, ils peuvent coexister sur le même territoire, sans compétition alimentaire. Les hommes ont longtemps pensé que chaque matin, la chorale des singes entonnait un hymne au soleil, une sorte de cantate venue du fond de la forêt. Les choristes furent baptisés singes hurleurs. Les hurleurs, qui font partie de la vaste famille des cébidés, sont les plus grands primates du Nouveau Monde. Un adulte tel que cette femelle pèse de 8 à 9 kilos.
L'animal passe l'essentiel de son temps sur les arbres, au niveau des branches hautes ou intermédiaires. Si chaque jour, à l'unisson, un groupe de singes hurleurs salue le soleil levant, c'est parce que ces cris collectifs auront valeur de borne territoriale. En entendant le chœur des hurleurs, des groupes concurrents sauront que, passé cette frontière sonore, ils ne seront pas les bienvenus. Le singe hurleur consomme volontiers les bourgeons du mandouvia ou de jeunes fruits qu'une coque ne protège pas encore. Les chanteurs se sont tus. Un mâle au pelage noir rejoint la femelle et part à la recherche d'une coque fendue qu'il pourra vider de son contenu. Le hurleur est toujours en alerte et des séances de guet entrecoupent son activité. Rien n'échappe à sa vigilance. Au moindre bruit, au moindre mouvement inhabituel dans la jungle environnante, il se met en position de repli. Et quand l'alerte est vaine, le hurleur reprend sa quête de nourriture. Tokal, le toucan, partage l'habitat des grands singes, mais lui parvient souvent à introduire la pointe de son bec dans la fente du fruit du mandouvia. Après plusieurs tentatives, il finit par en extraire une graine entourée de pulpe. Il mange la seconde et recrache la première. Qu'il avale les graines et les rejette dans ses excréments ou qu'il les laisse tomber de son bec, le toucan participe ainsi à la dissémination des semences. C'est sa manière de contribuer à la perpétuelle renaissance de la forêt. Dans les bosquets du Pantanal, un nandou, aussi appelé réa, s'avance. Ce grand oiseau polygame appartient à la même famille que l'autruche africaine ou l'émeu australien. Il peut mesurer plus d'1,50 m, mais ne pèse que rarement plus de 40 kg. L'oiseau est un mâle. Pendant une dizaine de jours, chaque femelle de son harem a pondu un œuf tous les 2 jours, dans le nid qu'il a creusé en forme de cuvette. Il les a alors chassés pour commencer à couver, tâche que les nandous tiennent pour exclusivement masculine. Quiconque, mâle ou femelle, s'approche du nid, sera dissuadé d'aller plus loin par des menaces proférées d'un mouvement du cou et par un bec prêt à mordre. L'oiseau tente de replacer tous les œufs sous son corps, mais se trouve sans cesse interrompu par des importuns de passage. L'œuf est enfin glissé sous l'aile, mais il faut aussitôt reprendre ses contorsions pour surveiller les ennemis et les curieux. Le nandou qui couve est un véritable vigile. Et ce n'est que lorsque tout sera rentré dans l'ordre qu'il s'offrira le temps de répit nécessaire à la toilette de son plumage, si précieux que l'espèce, décimée, est aujourd'hui considérée comme menacée.
deux se penchent sur le nid et semblent vérifier l'état des œufs qu'ils y ont déposés. Pendant l'expertise, le mâle poursuit sa toilette et glisse à la racine des plumes, en guise de protection contre les parasites, une couche de poussière et de sable. Enfin, il revient à ses œufs, en vérifie le nombre et reprend la couvaison. Il faudra 6 semaines pour qu'éclosent les petits. Leur père les élèvera seul, avec une tendresse infinie et une vigilance de précepteur. Sur le territoire de Zuko, le jaguar, les arbres géants jettent leurs racines au plus creux des cuvettes d'où l'eau se retire peu à peu. Les jaguars sont des animaux solitaires et il est rare que des adultes se regroupent en colonies stables. Il n'y a pas d'animosité particulière entre congénères, mais la présence d'autrui n'est guère recherchée. Pourtant, depuis presque 2 mois, Zuko n'est plus seul. Kaloa, une femelle, s'est installée sur ses terres. Zuko redoute Kaloa, car plus âgée que lui, elle est un animal dominant. Kaloa vient de tuer un volatile dont elle arrache quelques plumes avant d'en entamer la chair. Tandis que la chasseresse prépare son repas, Zuko trompe le temps et sa faim en faisant sa toilette. Sa toilette achevée, Zuko se dirige vers l'eau. Le ruisseau est en réalité l'élément central autour duquel le jaguar étend son territoire. La journée de Zuko est ponctuée par l'alternance du bain, de la chasse et du repos. La rivière ou le fleuve pourvoit à plusieurs de ses besoins. La faim, car on y trouve du poisson. Le confort, parce que les insectes ne peuvent mordre la peau immergée. La fraîcheur et la soif. Zuko profite autant qu'il le peut des bienfaits du bain. L'eau dans laquelle il marche se trouble vite, car la pluie qui délave les berges y entraîne les éléments nutritifs de la terre. Un cycle se referme. Les hautes eaux des temps d'inondation déposent sur le sol de la forêt des limons fertiles qui sont ensuite dissous par les pluies et restitués au fleuve. La forêt réutilise sans fin ce qui lui est donné et fonctionne en circuit fermé. Kaloa, son repas terminé, a rejoint son compagnon.
Celui-ci, par jeu plus que par conviction, entreprend de donner à leur relation un tour plus sexuel. Assez peu convaincu, Kaloa le considère avec condescendance. Arrivant par derrière, c'est à présent Kaloa qui, rituellement, propose au jeune mâle une étreinte, laquelle lui est refusée. Chacun sort de l'eau, puis y retourne, selon que l'autre y est ou pas. On marque sa mauvaise humeur en déroutant son partenaire, en se faisant attendre là où on ne restera pas. Le marivaudage cesse quand commence le jeu. Le vrai jeu, celui qui se pratique comme une lutte, dans laquelle chacun jouit de ses forces en éprouvant celle de l'autre. L'eau devient comme un troisième joueur. Elle résiste, esquive les coups, prend à la gorge et vient parfois à la rescousse de l'adversaire. L'épreuve est spontanément suspendue lorsque les postures provoquent une tentation sexuelle. Les participants semblent alors hésiter jusqu'à ce que le goût du jeu reprenne ses droits. Zuko prend l'avantage, retourne Kaloa sur le dos et la maintient bloquée. Kaloa dominante ne peut accepter pareille situation, elle se débat et reprend l'avantage. Le jeu tourne mal, les animaux s'énervent. Chacun reprend enfin sa place dans la hiérarchie. Zuko se soumet et s'éloigne seul au fil de l'eau, tandis que Kaloa remonte sur la berge. Xiao le tapir s'est éloigné du petit groupe familial auquel il était encore attaché. Il a quitté Danta et Witsimi pour vivre désormais en jeune adulte indépendant. Le tapir est solitaire par nature, mais c'est un grand pas que va franchir Xiao aujourd'hui, en traversant tout un fleuve dans l'espoir de découvrir ailleurs de nouveaux horizons. Comme tous ses congénères, et malgré ses 300 kilos, Xiao est un excellent nageur. Il peut filer à la surface d'un fleuve, mais aussi marcher sur le fond, comme les hippopotames d'Afrique, dont le mode de vie est assez proche du sien.
Parvenu au terme de sa traversée, Xiao escalade d'un pied sûr une berge inconnue. Un monde nouveau s'offre à sa curiosité. Tui Uyu, le jabiru, collecte de petites branches pour renforcer l'édifice de son nid. Au sommet de l'arbre, une femelle l'attend désormais. Un jour, elle s'est posée au creux de la grande cuvette encore en construction, signifiant de la sorte à Tui Uyu qu'elle le prenait pour compagnon. Depuis, Tui Uyu, qui sait que ses mérites de bâtisseur ont joué en sa faveur, ne cesse de consolider et d'améliorer le nid. La branche s'adapte d'emblée à l'emplacement auquel le jabiru l'avait destinée. S'il n'en était pas ainsi, il la reprendrait dans son bec pour aller la reposer à l'endroit exact où il l'a prise. Le nid est achevé où naîtront les enfants de Tui Uyu. La première partie de la tâche est ainsi accomplie. Les deux oiseaux se préparent à présent à célébrer leur union dans l'intimité et la gloire. Ils s'uniront en couvrant de leurs 3 mètres d'envergure la grande plaine étalée sous leurs ailes. La parade amoureuse commence, faite de frôlements et de caquettements alternés. Chorégraphie blanche et noire, accompagnée par l'orchestre bruissant de la plaine éveillée. Beauté répétée depuis des millions d'années. Spectacle pour l'éternité, si les dieux le veulent.